Eh bien, bonjour à tous, et je pense qu'il est encore temps de vous souhaiter une bonne année, de nous souhaiter une bonne année. Et puis, avant de commencer, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité à vous faire cette présentation générale de la problématique des relations entre agriculture et environnement et des opportunités ou des contraintes qu'elles imposent à l'innovation. Alors, je vais vous faire ça très classiquement en trois parties. En premier lieu, je vais vous rappeler de façon brève et synthétique ce que sont les impacts majeurs de ce qu'on appelle la première révolution verte, celle de l'intensification de l'agriculture, pour passer à un inventaire des défis qui sont devant les sciences du végétal au sens large, incluant l'agronomie, pour répondre aux enjeux qui nous sont imposés par le besoin de préserver l'environnement, pour déboucher sur quelques considérations sur les dynamiques d'innovation à mettre en œuvre, en tentant de voir quelles sont les pistes qui se dégagent devant nous. Voilà, alors d'abord un rappel des impacts de l'agriculture telle qu'elle est pratiquée actuellement, sans que je sois concentré sur ce que vous appelez le végétal spécialisé. Bon, le premier impact bien connu, c'est l'impact sur la qualité des eaux. Alors je vous ai montré ici, à partir des données de l'observation de l'environnement national, l'évolution des teneurs en nitrate dans les eaux depuis une quarantaine d'années. Ça s'arrête à 2005 parce que le service d'observation du ministère a changé sa forme de représentation. Mais en gros, on sait que ça se stabilise sans se réduire. Donc on a un véritable problème durable. Donc, vous savez que nous devrions le maîtriser d'ici à 2015, ce qui paraît extrêmement peu probable. Donc, et on pourrait avoir un tableau analogue si on regardait les concentrations ou l'abondance des pesticides, avec une évolution un peu différente suivant les molécules, mais en gros, un tableau de même nature. Donc, une situation concernant la qualité des eaux qui s'est significativement dégradée et qui n'est pas, au niveau national, en voie d'amélioration très perceptible. Si on s'intéresse à une autre composante de la problématique d'une extrême importance aussi, qui est la biodiversité, on voit à travers de l'unique indicateur statistique national disponible, qui est la population d'oiseaux communs, qu'elle diminue. Là encore, on peut, dans les dernières années, assister à une stabilisation encore incertaine. Malgré toutes les difficultés que présente la quantification de la biodiversité, c'est un indicateur qui montre que dans les espaces agricoles en France, on a une situation qui se dégrade. Alors, je n'insisterai pas sur la question au niveau mondial, qui est beaucoup moins bien renseignée. Néanmoins, vous savez tous, pour lire la presse, qu'il y a des raisons de s'alarmer, notamment du fait que, globalement, la vitesse de disparition des espèces, qui est un indicateur d'atteinte à la biodiversité, est en gros multipliée par 100, entre 100 et 1000, suivant les sources. Troisième point extrêmement préoccupant, c'est la contribution de l'agriculture aux émissions de gaz à effet de serre et leur impact conséquences sur le changement climatique. Au niveau mondial, vous savez que c'est aux alentours de 14% des émissions de gaz à effet de serre qui sont imputables à l'agriculture, mais il convient d'y ajouter largement une large partie de ce qu'on appelle l'UTCF, c'est-à-dire les changements d'utilisation des terres, qui sont essentiellement des mises en culture et qui font plus que doubler ce niveau d'émission, ce qui veut dire que l'agriculture au niveau planétaire est actuellement la première cause d'émissions de gaz à effet de serre, et dans le passé, elle a eu aussi un rôle tout à fait prépondérant. En France, vous savez que le tableau est aussi préoccupant pour l'agriculture, puisqu'elle représente 21% de nos émissions de gaz à effet de serre, ce qui la situe juste derrière les transports. Et on peut penser qu'il sera plus facile peut-être de réduire les émissions par les moteurs qu'il ne sera facile de réduire les émissions par l'agriculture. Donc c'est un sujet dont on doit se préoccuper de façon tout à fait majeure et prioritaire. L'essentiel de ça correspond à des émissions de protoxyde d'azote, c'est en gros la moitié, suivi des émissions de méthane, en particulier par les éruptations des ruminants. Et si on insiste sur la fertilisation azotée, c'est que non seulement elle représente à peu près 10% des émissions nationales, mais cela, c'est sans tenir compte de ce qui correspond à la synthèse des engrais qui sont utilisés, qui ferait plutôt passer au niveau de 15%, ce qui veut dire que la fertilisation azotée, c'est en soi une problématique majeure d'émissions de gaz à effet de serre au niveau national et de plus en plus au niveau international, puisque vous savez, la consommation d'engrais azotés augmente de façon très considérable au niveau planétaire. Troisième point majeur, la consommation d'eau, et là on parle essentiellement de la consommation par l'irrigation. On sait que dans les décennies passées,
intéressé, ça a été le facteur majeur combiné à l'intensification des cultures sur les surfaces irriguées pour l'accroissement de la production, et que c'est la majorité, de très loin, du prélèvement mondial d'eau douce, avec la circonstance aggravante que l'eau douce utilisée par l'agriculture n'est pas, à la différence de celle qui est utilisée pour l'énergie, par exemple, restituée au milieu, mais évaporée et par conséquent disparaît, au moins localement, du cycle hydrologique. En France, on est à un niveau beaucoup plus faible, mais 15% du prélèvement, ça correspond presque de façon équivalente au prélèvement pour l'eau potable, et donc c'est loin d'être négligeable. Et là encore, c'est une eau qui n'est pas restituée au milieu majoritairement. Troisième point majeur pour l'irrigation, c'est qu'au niveau planétaire, elle détruit très largement les surfaces qu'elle utilise, en utilisant des eaux de mauvaise qualité, avec une surface estimée aux environs de 2 millions d'hectares par an, qui est affectée par la salinisation et souvent devient impropre de ce fait à la culture. Bon, il y a d'autres impacts tout à fait graves, par exemple la contamination des eaux par l'arsenic en Inde et au Bangladesh, associée à des problèmes de santé publique extrêmement graves. Cela dit, pour moduler ou modérer ce tableau un peu cataclysmique, il faut rappeler aussi que l'agriculture pluviale peut être un facteur d'accroissement de la ressource. Et si on compare ce qu'une culture annuelle consomme par rapport à une végétation naturelle, dans beaucoup de cas, elle consomme moins d'eau et elle contribue à reconstituer la ressource. On l'a observé dans différents pays, dans les zones méditerranéennes françaises, une situation inverse où la forêt consomme plus d'eau que les cultures qui la précédaient. Voilà, alors, dernier point, c'est la dégradation des sols. Bon, on connaît les désastres mondiaux induits par l'érosion, associés à des pertes de matière organique, à la salinisation que je viens d'évoquer, au tassement, qui sont les principaux processus agricoles de dégradation des sols au niveau planétaire, mais qui se situent dans un contexte où d'autres facteurs plus ou moins naturels contribuent aussi à cette dégradation, affectant souvent des surfaces beaucoup plus grandes. C'est l'acidification qui affecte beaucoup de sols tropicaux, ou la désertification associée au changement climatique ou à des processus de type surpâtural de parcours. Enfin, une préoccupation majeure, c'est la consommation de terre par l'extension des infrastructures, qui est évaluée par certains auteurs à partir de données de la FAO aux alentours de 8 millions d'hectares par an, et que ce n'est pas négligeable. Mais le bilan planétaire est très difficile à établir. Combien d'hectares sont perdus par ces dégradations d'origine agricole ou par l'extension des infrastructures, on ne le sait pas très bien, mais certains auteurs, et notamment à partir aussi des données de la FAO, évaluent la perte à 20 millions d'hectares perdus par an. Vous voyez que cette question est tout à fait majeure. Alors au niveau national, on ne fait pas de catastrophisme, mais nous sommes en train de préparer un rapport sur l'état des salles de France qui sortira l'an prochain. Mais on sait que la vigilance est nécessaire parce que ces processus de dégradation existent aussi chez nous, notamment l'érosion et les pertes de matière organique. Et surtout, nous consommons entre 50 et 70 000 hectares par an pour implanter des infrastructures sur des surfaces agricoles, des surfaces naturelles, mais majoritairement des surfaces agricoles. Voilà, alors si on finit ce tableau, il ne faut pas oublier non plus que l'agriculture est un facteur de dégradation de l'environnement, mais qu'elle est aussi victime de cette dégradation, à travers le changement climatique, c'est bien connu, mais aussi à travers les contaminations atmosphériques, et on n'insiste pas toujours assez sur la contamination par l'ozone, qui peut être responsable de pertes de 7 à 8% des rendements, ou d'autres retombées polluantes. Et enfin, des contaminations plus locales, associées aux activités minières, industrielles, et au devenir des déchets urbains. Voilà, donc une fois qu'on a dressé ce tableau, on se dit c'est bien, et qu'est-ce qu'on peut faire et à quoi faut-il s'attaquer pour changer ce problème, avec des visions que j'ai voulu contraster entre ce qu'est le niveau planétaire et ce qu'est le niveau national. On n'est pas tout à fait devant les mêmes problématiques. Par exemple, si on considère l'eau, il est clair que le niveau planétaire, c'est le problème majeur et le plus préoccupant, c'est la quantité et le rôle que l'agriculture a sur le cycle hydrologique et la disparition ou l'accaparement des ressources en eau. Mais il faut bien penser que la quantité et la qualité en termes de milieux aquatiques sont des problèmes extrêmement liés, puisque entre le débit d'un cours d'eau et ses évolutions au cours du temps est un des facteurs majeurs de qualité des milieux aquatiques. Et derrière, on voit bien que la question, c'est d'adapter les cultures pour avoir des cultures qui soient moins dépendantes des apports en irrigation et l'amélioration des techniques, dont le rôle dans le cycle hydrologique lui-même appelle une
réflexion un peu plus pointue que simplement compter les microcubes, mais peut-être une source d'économie significative. En matière de biodiversité, qui est vraiment également un défi planétaire de première grandeur, la question est prioritairement d'épargner les milieux naturels, qu'il est peut-être difficile de différencier à l'intérieur des pratiques agricoles, celles qui sont plus ou moins favorables à la biodiversité. Une chose est certaine, c'est que le bouleversement que l'agriculture implique par rapport à un milieu naturel est un facteur lourd de réduction de la biodiversité en termes de nombre d'espèces, par exemple, ou d'abondance, mais aussi d'altération des fonctions de cette biodiversité. C'est peut-être encore plus important que ces fonctions soient des fonctions de protection contre l'érosion ou contre les ingressions marines, mais aussi de stockage de carbone ou autre. En ce qui concerne les gaz à effet de serre, on est exactement confronté à cette même question, c'est-à-dire d'épargner prioritairement les milieux naturels parce que lorsqu'on les détruit, on a généralement une perte de carbone stocké qui va produire du CO2 et de grandes quantités de gaz à effet de serre. Mais on l'a vu aussi, c'est la question de la gestion de l'azote et de son cycle en général qui est au cœur du problème, peut-être encore davantage que les performances de l'élevage. Sur les sols, on est ramené à cette même considération sur la préservation des milieux naturels, puisque c'est en préservant ces milieux qu'on préserve le mieux certaines fonctions des sols, notamment les fonctions d'épuration des eaux, d'entretien de la biodiversité ou de stockage de carbone. Mais on connaît ensuite un certain nombre de techniques pour entretenir ces sols en limitant les dégâts de l'agriculture, par exemple les aménagements anti-érosifs ou une gestion intelligente de l'irrigation évitant la salinisation. Enfin, dernier enjeu, qui est peut-être plus de long terme, mais qui est quand même très important, c'est l'économie d'intrants en tant que telle, à la fois pour économiser l'énergie, et la question centrale, là, c'est la synthèse des engrais azotés, hautement consommatrice d'énergie, bien loin devant l'utilisation des carburants dans l'agriculture, mais aussi les ressources minérales qui permettent de produire ces engrais. Vous savez que l'on considère le phosphore, on considère le potassium. Bon, la durée des stocks accessibles est de l'ordre du siècle, ce qui est peut-être du très long terme, mais il faudra encore que nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants trouvent de quoi fabriquer des engrais pour produire. Voilà, alors le problème c'est que le défi de réduire les impacts environnementaux de l'agriculture ou de produire davantage de services écologiques par cette agriculture se situe dans un contexte où on sait qu'à l'échéance de 2050, il faut accroître la production alimentaire d'environ 70%. Et qu'il faudra également fournir des bioénergies, des biomatériaux, des biomolécules à partir d'activités agricoles. Tout cela va se faire avec, j'y ai suffisamment insisté, l'enjeu de préserver des milieux naturels, donc de limiter l'extension des surfaces cultivées. Alors à l'heure actuelle, on cultive environ 1,5 milliard d'hectares au niveau planétaire, et la FAO estime encore les réserves de terres cultivables aux alentours d'une surface équivalente, c'est-à-dire que potentiellement on pourrait doubler les surfaces cultivées, ce qui permettrait de répondre à l'objectif d'augmentation de 70%. Mais si l'on tient compte de la qualité de ces hectares potentiellement cultivables en termes de potentiel productif, si on tient compte aussi de la nécessité de préserver des milieux naturels jugés précieux ou indispensables, on aboutit à des estimations qui tournent aux alentours de 700 millions d'hectares, voire 500 suivant les auteurs, qui seraient mobilisables. Si on rapproche ça des pertes en terre que je vous ai évoquées tout à l'heure, si on imagine par exemple que les pertes par artificialisation de 8 millions d'hectares par an se maintenaient jusqu'à 2050, ça veut dire qu'on consommerait 320 millions d'hectares d'ici là. Si notre réserve est de 700, ça veut dire qu'on en aura pratiquement consommé la moitié. Donc vous voyez que, quelles que soient les hypothèses, l'intensification de la production reste strictement impérative si on veut faire face à cet accroissement de production alimentaire. Ce qui nous amène à dire que la notion d'agriculture écologiquement intensive implique d'abord d'optimiser l'efficience de consommation de ressources et de milieux, plutôt que de viser en tout point la réduction maximale de l'impact de l'agriculture en se disant partout et en tout point il faut avoir la meilleure biodiversité, la meilleure qualité d'eau, etc. Donc il y a une vision d'optimisation globale qui apparaît être le critère d'évolution à privilégier dans les années à venir. Alors au niveau national, la situation est un petit peu différente, dans la mesure où par exemple pour l'eau, c'est dans les politiques publiques la question de la qualité qui est dominante par rapport à celle de la quantité, sauf de façon locale, on connaît bien la question dans le sud-ouest de la France. Et ce sont l'azote et les pesticides qui sont principalement en France.
Bon, on peut se préoccuper en termes de quantité des effets potentiels du changement climatique, dont on sait que devrait nous valoir que c'était plus sec un peu partout, et donc nous inciter à terme à étendre les surfaces irriguées. En ce qui concerne la biodiversité, bon, on sait que nos problèmes sont essentiellement liés à une faible diversité de nos productions dans les régions d'agriculture intensive ou dominante dans le paysage, et donc à une question aussi de gestion des paysages, associée à un besoin de revenir sur les relations entre élevage et production végétale, qui sont la condition indispensable pour maintenir une diversité de cultures dans les différentes régions, et aussi la capacité à entretenir les surfaces prairiales, qui sont les surfaces naturelles agricoles, sur lesquelles, enfin les surfaces naturelles et agricoles à la fois, sur lesquelles la biodiversité est particulièrement abondante. Or, on est dans un système un peu différent de ce qui se passe au niveau mondial, dans la mesure où, chez nous, les surfaces cultivées tendent à diminuer, notamment du fait de l'extension des surfaces forestières. Donc, on n'est pas dans la question, dans la problématique de préserver les milieux naturels au sens quantitatif national. En revanche, on est en situation de les préserver localement pour maintenir ces surfaces naturelles dans des zones exploitées majoritairement par l'agriculture. Enfin, le dernier point pour la biodiversité, c'est qu'on attend d'abord, et en premier lieu, qu'elle rende des services écosystémiques à l'agriculture. On peut penser, c'est évident, à la pollinisation, mais aussi, et vous aurez l'occasion de revenir longuement au cours de ces journées, pour la phytoprotection en alternative à l'utilisation des pesticides. Bon, sur les gaz à effet de serre, comme ailleurs, mais encore plus chez nous, parce que nous en utilisons beaucoup l'azote est le problème majeur. Bon, et sur les sols, je dirais que le premier problème, c'est d'abord de maîtriser l'étalement des infrastructures, ce qui n'est pas certainement la question la plus facile à régler en termes de politique publique, mais aussi de prévenir l'érosion et d'entretenir les matières organiques. Enfin, sur les économies d'intrants, il y a une situation analogue à la situation planétaire. Il s'agit d'abord d'économiser l'énergie, mais nos engrais azotés ne sont pas produits en France, donc la question ne relève pas de notre bilan énergétique national. Et les minéraux, bien sûr, puisque nous en sommes hautement consommateurs. Voilà, alors maintenant, la question c'est de savoir si tout ça est compatible, et est-ce que notamment les techniques économes en intrants sont en même temps des techniques qui assurent un niveau de production élevé. Alors une partie ou un éclairage de la réponse possible a été fourni par l'étude de Ecophyto Recherche et Développement que nous avons produite à l'INRA au début de l'année dernière, sur la réduction d'usage des pesticides, et j'ai pris le cas des grandes cultures, puisqu'il n'y a que là que nous ayons les données statistiques complètes pour faire ce travail comparatif. Vous voyez que si on part de la protection dite intensive, c'est-à-dire où les gens utilisent systématiquement les pesticides à titre de prévention comme méthode de phytoprotection, l'indice de fréquence de traitement est 42% plus élevé que l'indice statistique moyen, et la production seulement élevée de 5% en plus. Si on imagine de faire passer l'agriculture ou les grandes cultures en protection raisonnée, on voit qu'on ramène l'indice de fréquence de traitement à un niveau statistique moyen et que la production également reste à un niveau statistique moyen. Donc ça ne produit pas de changement majeur, sauf si on compare à la stratégie dite intensive où il y a une nette réduction de l'utilisation des pesticides et une faible réduction des rendements. Si maintenant nous imaginons l'agriculture française utilisant partout les techniques dites de protection intégrée, c'est-à-dire utilisant sur au moins une culture de la rotation des techniques de prévention ou des techniques alternatives à l'utilisation des pesticides, l'indice de fréquence de traitement par ces pesticides se réduit à peu près d'un tiers, donc on tourne à 64% du niveau actuel, et la production baisse, mais relativement peu, on a 94 ou 95% de la production nationale. Si on passe en revanche en production intégrée, là on atteint l'objectif que s'est fixé le plan Ecophyto 2018 issu du Grenelle de l'environnement, donc on réduit l'indice de fréquence de traitement de moitié environ, mais avec une baisse de la production aux alentours de 12%. Et il est intéressant de souligner que cette baisse de la production est plutôt liée au fait que, en généralisant les techniques alternatives, on n'arrive pas suffisamment à protéger les cultures sans en même temps modifier la rotation. Donc en production intégrée, nous avons accepté dans cette étude de modifier les rotations en introduisant de nouvelles cultures, et c'est cela qui, pour l'essentiel, explique la baisse de la production, notamment la baisse de sa valeur, puisqu'on a été obligé de faire appel à des produits dont le marché n'est pas excessivement porteur, c'est le moins qu'on puisse dire.
Enfin, dernier point, si on arrive à la production biologique, alors je ne vais pas parler d'un type de fréquence de traitement parce qu'en agriculture biologique c'est une notion un peu compliquée, mais on voit qu'on diminue la production nationale au moins d'un tiers en culture, ce qui et nos collègues statisticiens du ministère de l'Agriculture nous disent que c'est probablement plus que ça, parce que leur échantillon n'est pas totalement représentatif, et donc une perte de rendement tout à fait significative au niveau national, une perte de production. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Cet exemple-là, ça montre en gros qu'on peut sans doute réduire significativement l'utilisation des intrants, mais en général au prix de pistes de production qui ne sont pas négligeables. Ce qui veut dire que si on veut maintenir une agriculture très productive, voire augmenter son niveau de productivité à l'hectare, au-delà de la correction d'inefficacité, c'est-à-dire de l'utilisation superflue des intrants, la réduction de leur usage, en général, affecte la production. On peut ajouter aussi que la diversification qui est nécessaire, notamment pour l'entretien de la biodiversité, je l'ai cité tout à l'heure, est une cause importante de perte de la valeur économique de ces productions. Enfin, si on ajoute que pour protéger cette biodiversité, l'idée c'est d'étendre les espaces naturels en revenant notamment sur la réduction des prairies permanentes ou en développant des haies et des bosquets qui sont des refuges pour les espèces sauvages. Bon, là aussi, lorsque par exemple pour le niveau le plus élevé de l'agriculture en valeur environnementale, on dit qu'il faudrait 10% d'espace semi-naturel, en gros, augmenter de 10%, là où il en passe, ça veut dire réduire la production de 10%. Donc il y a une question d'optimisation entre les services écosystémiques et la production qui reste tout à fait problématique. On pourrait dire d'ailleurs qu'entre les enjeux environnementaux, l'arbitrage peut être aussi problématique. Bon, un exemple bien connu, c'est lorsqu'on dit qu'il faut systématiser les couvertures hivernales des sols. Si ces couvertures hivernales sont vivantes, on sait qu'elles vont consommer de l'eau et que la réalimentation des nappes va en être réduite, ce qui implique là aussi un arbitrage. Enfin, le point important, et je pense que c'est celui qui pour moi est le plus problématique, c'est que cette vision de l'agriculture du futur peut être très différente suivant le niveau d'appréhension que l'on considère, du local au planétaire. Si on se préoccupe du local, et c'est évidemment ce qui est prépondérant dans la tête de nos concitoyens, on se dit qu'après tout, on peut réduire la production française sans problème majeur pour l'alimentation de nos concitoyens. Si on se place au niveau planétaire, on est évidemment obligé de réfléchir autrement. Autre point sur cette vision des défis qui sont devant nous, c'est l'intérêt économique des acteurs. Si vous regardez cette figure encore issue de l'étude Ecofito Recherche et Développement, vous voyez, c'est la barre tout à fait en bas de la figure, ce qu'est la marge brute des producteurs en grande culture au niveau statistique pour l'année 2006. Vous voyez que si on passe juste au-dessus, on a la marge des producteurs les plus intensifs en utilisation d'intrants, qui est plus faible que le niveau statistique moyen, et que c'est la barre encore au-dessus qui correspond à la protection raisonnée, qui amène la marge la plus élevée à l'hectare. Et ensuite, cette marge va se mettre à diminuer doucement lorsqu'on passe à la protection intégrée, puis à la production intégrée, pour devenir beaucoup plus faible lorsqu'on passe en agriculture biologique. Alors là, on a mis l'estimation de la marge en agriculture biologique suivant qu'on considère les prix courants ou les prix du bio. Bon, et vous voyez que même avec les prix du bio, c'est la barre qui est tout à fait en haut, on a une perte de valeur de marge brute à l'hectare qui est tout à fait importante. Mais en revanche, ce qu'on peut voir, c'est que, à l'exception de ce cas du bio, les fluctuations de marge sont relativement limitées entre le niveau statistique actuel et puis la production intégrée. Et donc il n'y a pas forcément un enjeu économique absolument essentiel pour les producteurs agricoles qui peuvent conserver leur marge avec des techniques de protection phytosanitaire des stratégies de protection phytosanitaire variées. En revanche, si on considère les filières concernées, elles peuvent être beaucoup plus affectées par la baisse des rendements. Évidemment, les acteurs économiques qui commercialisent les produits agricoles sont d'autant plus contents qu'ils ont une quantité de produits élevée. De même, ceux qui fournissent les agriculteurs ne sont pas forcément très satisfaits de voir leur chiffre d'affaires diminuer par substitution des intrants industriels par des techniques plus écologiques. Donc, on est dans une situation où les acteurs des filières peuvent avoir des intérêts différents.
Et c'est cela qui, en partie, est un des facteurs majeurs du blocage du changement sur lequel on pourra revenir tout à l'heure. Voilà, alors évidemment, lorsqu'on est dans cette situation qui paraît difficile, l'attente collective, c'est de se dire qu'il faut trouver une échappatoire, et l'échappatoire, elle viendra de l'innovation. Alors c'est en gros ce qu'on a entendu à l'issue du Grenelle, il s'est traduit par plus d'agronomie, encore de l'agronomie, toujours de l'agronomie. Donc c'est une réaction naturelle, puisqu'on est devant une problématique qui paraît, par certains aspects, insoluble. On se dit qu'il faut trouver des solutions nouvelles avant de tomber. Alors ce qu'on voit aussi, c'est que les changements efficaces en termes de réduction d'intrants, on l'a vu à propos des pesticides tout à l'heure, ça implique des changements de système de culture, et pas seulement des changements de techniques alimentaires, on a parlé de modifier les rotations notamment, et à travers ça implique aussi les systèmes de production, notamment à travers la relation entre les productions végétales et les productions animales. Et ça implique aussi un changement des relations entre l'agriculture et son environnement paysager. On a parlé de l'extension des surfaces semi-naturelles en tant que réservoir d'auxiliaires pour l'agriculture, permettant de mieux maîtriser les problèmes phytosanitaires. Ce qui veut dire que la question des relations entre agriculture et environnement ne relève pas d'un traitement à la parcelle, mais bien d'une approche territoriale, puisque que l'on considère l'eau, les questions se règlent à l'échelle d'un bassin versant ou à l'échelle du bassin d'alimentation d'une nappe souterraine, et pas du tout parcelle par parcelle. Et on pourrait dire la même chose de la biodiversité, c'est pas en améliorant la conduite d'une parcelle en particulier qu'on change la biodiversité, c'est bien une question qui se pose à l'échelle au moins de paysage, voire à l'échelle régionale ou macro-régionale. Enfin, on voit que la dynamique de changement dépend d'un investissement qui ne mobilise pas les seuls agriculteurs, mais bien les filières, depuis l'agrofourniture, et alors se pose la question notamment de l'amélioration génétique sur un certain nombre d'espèces aujourd'hui un peu délaissées, jusqu'à la distribution et au comportement du consommateur, évidemment concerné par ses choix. Voilà, alors quelles innovations recherchées? On voit que finalement ça va concerner un peu tous les acteurs et toutes les disciplines impliquées dans cette production d'innovation. Alors l'agronomie, c'est celle qui a été mise en avant depuis quelques temps. Et on voit qu'elle est concernée à la fois par la conception et par l'évaluation, on va y insister dans l'intervention suivante, sur des techniques de culture et de gestion de l'espace qui soient économes en intrants et positifs pour l'environnement. Alors ça concerne des tas de choses sur lesquelles on ne va pas rentrer dans les détails, mais la conduite de couverts complexes, la maîtrise des auxiliaires, je l'ai évoqué, la maîtrise de nouveaux intrants, puisque on peut espérer qu'à la fois les sciences biologiques et les sciences chimiques produiront de nouveaux intrants dans les années à venir, la gestion des résistances au niveau des paysages, etc. Ça concerne un niveau d'intégration plus élevé des systèmes de culture et de production, notamment pour pouvoir rediversifier les cultures, et de nouveaux outils de la décision. C'est quelque chose qui est bien connu, mais qui implique à la fois la conception d'indicateurs, la production de capteurs nouveaux, l'invention de logiciels efficaces pour les utilisateurs. Et on sait que c'est dans ce domaine que la dynamique est largement lancée suite au Grenelle et suite à la mise en œuvre du plan Ecophyto 2018, avec la création de GIS associant la recherche, le développement et les entreprises, la création des RMT. Donc on est dans ce domaine-là, dans une dynamique qui est lancée. La question est de savoir si, au-delà des forces de recherche et de développement, le rythme de changement va être compatible avec les échéances attendues. Alors il y en a certaines qui sont très proches, la directive cadre sur l'eau 2015, l'Ecophyto 2018, comme son nom l'indique, en 2018, et puis au-delà, les échéances de plus long terme qu'on a évoquées au niveau planétaire. Est-ce que vraiment ces changements tels qu'ils peuvent être conçus, et je ne doute pas que nous en concevions beaucoup et qu'ils soient intelligents, vont passer dans la pratique au rythme qui est attendu? On sait qu'un des facteurs seront les prix, et que suivant le niveau des prix agricoles, les changements seront plus ou moins rapides, pas forcément dans le sens attendu, dans la mesure où on sait que quand les prix sont élevés, l'utilisation d'intrants notamment a plutôt tendance à augmenter qu'à se réduire.
Alors ensuite, autre contributeur, il n'y a pas que l'agronomie qui va être acteur de cette affaire, mais en tout cas il nous semble douteux qu'elle puisse répondre à toutes les attentes. Et on a devant nous un défi considérable pour l'amélioration génétique, dans la mesure où il s'agit de s'adapter à un nouveau contexte qui est complexe, je pense vous en avoir convaincu. Concevoir les idéotypes du futur est quelque chose d'extrêmement difficile. Il ne suffit pas de se dire qu'on veut, je ne sais pas, une plante résistante à un parasite, mais il faut penser cette plante résistante à un parasite, en même temps économe en eau, économe en intrants, et puis aussi adapté à un climat qui va changer. Donc les futurs génotypes sont à penser, et la méthode pour les concevoir est en soi un problème de recherche. On a aussi besoin d'un intérêt renouvelé pour des espèces plus ou moins orphelines, puisque si on veut parler de diversification et que tout l'effort d'amélioration est fait sur un certain nombre de plantes de l'aide généralisées, on n'a à peu près aucune chance d'y aboutir. Mais la question du blocage, c'est le fait qu'il n'y a pas de marché pour ces plantes orphelines, ou que ce marché n'est pas porteur, par exemple pensons aux légumineuses, et qu'à ce titre-là, elles ont peu de chances d'inciter les opérateurs économiques à s'y lancer. C'est-à-dire que la prise de risque est une question clé dans cette affaire. Enfin, on a un deuxième domaine qui paraît très important, c'est la maîtrise des interactions entre génotypes, qui soient dans un même couvert complexe, que ce soit des questions de succession ou de distribution dans les paysages, mais aussi entre espèces, avec des questions évidemment très importantes sur les plantes éventuellement régulatrices ou de maîtrise des bioagresseurs ou des parasites. Deuxième domaine, c'est la biologie au sens large. Ce n'est pas seulement les sciences du végétal, mais la science de tous les cortèges d'organismes animaux ou microbiens qui sont associés à la plante dans les espaces cultivés. Et pour l'écologie, là, il s'agit de s'intéresser aux agents et mécanismes de bioprotection, mais aussi à ceux qui peuvent contribuer à la maîtrise du fonctionnement biogéochimique des sols. Trouver les cortèges bactériens et la maîtrise de populations bactériennes qui permettent de réduire l'émission de H2O pour le transformer en azote sera un bouleversement considérable des relations entre agriculture et effet de serre. Là encore, le point clé, ce sont les perspectives de diffusion des biotechnologies. On ne peut être que convaincu que l'échappatoire aux impasses qui nous apparaissent en termes de relations entre agriculture et environnement ne se régleront qu'au prix d'innovations biotechnologiques assez bouleversantes. Encore faut-il que nos concitoyens acceptent qu'elles existent et qu'elles donnent naissance à des produits qu'ils acceptent de consommer. Voilà, enfin, dernier élément, mais je pense que ce sera largement développé dans vos débats. Les innovations à rechercher sont aussi le fait des sciences économiques, sociales et de gestion, avec en premier lieu l'adaptation du comportement face au risque de la part des agriculteurs. Par exemple, l'étude qui a été faite dans ce domaine dans l'éco-phyto-RD montre que les agriculteurs ont peur de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires à cause des risques épidémiques que ça peut comporter. Et donc il faut d'abord les rassurer là-dessus, ou comprendre quel est leur comportement face au risque, pour essayer de leur donner les garanties qui ne s'engagent pas dans des comportements ou dans des technologies extraordinairement risquées pour eux, et donc favoriser le changement en les rassurant à cet égard. Mais aussi, il s'agit de surmonter le blocage dans les filières que j'ai évoqué rapidement, et puis d'inventer de nouvelles méthodes et outils de pilotage collectif pour les ressources des territoires. C'est un enjeu qui est déjà bien pris en compte, mais dont on voit bien la nécessité constante, notamment en termes d'outils, à travers les modèles et représentations des changements possibles. Voilà, et je conclue rapidement en vous disant que si l'agriculture change, c'est pour devenir à la fois hautement productive de services écosystémiques, ça c'est la maîtrise de ces effets environnementaux, mais en même temps produits alimentaires et non alimentaires, en épargnant des ressources rares. Tout ça implique, je pense que c'est bien clair dans mon message, une puissante dynamique d'innovation. Que cette innovation concerne des domaines multiples, et donc une démarche d'intégration systémique qui se place au niveau des ressources des territoires, mais aussi, nous l'avons vu, au niveau des filières. Il faut tenir compte du fait que cette démarche est innovante par rapport peut-être à celle qui a eu lieu dans le passé. Elle doit être associée d'un travail constant et lourd d'évaluation, qui est à la fois un alourdissement en termes de coûts, mais qui est aussi un alourdissement en termes temporels. Il est très difficile d'imaginer qu'on est capable d'évaluer a priori toutes les innovations, et donc en même temps que l'innovation se produit, il faut mettre en place la technique d'évaluation dans la durée,
et la technique d'alerte qui permet de se prémunir contre d'éventuels effets négatifs par un système d'observation. Heureusement, nous comptons sur des connaissances et des outils de plus en plus puissants et qui sont mobilisables. Je pense que ces journées les évoqueront, notamment dans le champ de la biologie et de l'écologie. Mais et c'est peut-être le point sans doute le plus controversé de ce discours, c'est que tout ça dépend fortement d'innovations en génétique, en sciences du végétal, en écologie et en biotechnologie, qui laissent potentiellement un avenir considérable aux entreprises et aux chercheurs qui sont attachés à ce type d'innovation. Voilà, je vous remercie de votre attention en espérant vous avoir brossé aussi rapidement que possible le théâtre dans lequel nous nous déployons et dans lequel j'espère que vous serez des acteurs performants. Je m'appelle Alain Claire, je suis directeur technique de station d'expérimentation en horticulture ornementale. Et j'aurais deux remarques à faire sur pas poser des questions, mais toutes les remarques. Au niveau de votre présentation, je pense que dire que améliorer le service environnemental ne peut se concevoir qu'à l'échelle de grande échelle peut apporter des biais pas forcément promoteurs des démarches. C'est-à-dire que le producteur peut se dire que si c'est pas fait sur l'ensemble du bassin, il n'y arrivera pas tout seul, et du coup ça peut les démotiver. Or, il y a des méthodes qui peuvent être mises en place, des adaptations qui peuvent être mises en place au sein de parcelles, qui peuvent avoir un impact fort sur les populations, en particulier sur l'entomofaune, au niveau de la parcelle et pas au niveau de l'environnement en général. Donc je pense qu'il faut avoir les deux discours à la fois, c'est-à-dire effectivement il faut travailler sur le paysage en général, mais il faut aussi dire aux producteurs qu'un travail à la parcelle donne des impacts dès la première année sur la parcelle. Et puis une deuxième chose, c'est au niveau de la génomique et des biotechnologies. Moi je pense qu'il ne faut pas peur quand on dit qu'il faut avoir des plantes à la fois résistantes aux ravageurs, résistantes aux maladies et ainsi de suite, ou plus tolérantes. On peut aussi imaginer que ces gènes ne soient pas tous dans la même plante. C'est-à-dire travailler sur les cultures associées. Il y a des méthodes de plantes pièges ou de plantes répulsives, de plantes attractives, qui sont très performantes pour la gestion de certains ravageurs. Voilà. Et avec ces méthodes-là, on n'a pas le risque de résistance par exemple, un gène de résistance. Voilà, c'était mes deux remarques. Oui, on est bien d'accord. Oui, je pense qu'on aura beaucoup l'occasion de revenir sur la première des interventions lors de la troisième conférence introductive. Gérard Caillard, à Coscope Zurich. Vous nous avez bien détaillé les défis au niveau de l'offre, vous savez, vous êtes bien entendu sur l'aspect demande. Autrement dit, satisfaire tous les besoins que la société requiert de l'agriculture. Est-ce que véritablement vous êtes de l'avis que tout doit être satisfait? Toutes les productions sont de même valeur? Ou est-ce que là aussi il y a un défi? Question priorisation de la production? Entre autres, le débat entre la production végétale et la production végétale. Oui, bien sûr. Cette question est importante. Moi, elle ne rentrait pas trop dans mon champ de réflexion, mais la question de consommation de produits animaux versus réduction de cette quantité est évidemment une question clé. L'INRA a produit une prospective l'an dernier montrant qu'on pouvait répondre aux défis alimentaires au prix d'une limitation modérée de la consommation d'alimentation d'aliments animaux. Alors, la question ensuite, c'est pas, je veux dire, une question de militer en faveur de la réduction de consommation de produits animaux, mais de montrer de savoir que ça peut être un moyen de réduire les exigences d'augmentation de la production dans les prochaines décennies. Est-ce que les principaux consommateurs concernés, qui sont essentiellement les consommateurs des pays émergents, sont sensibles à ce discours? Personnellement, j'ai des doutes.
Et le fait que nous, gros consommateurs de produits animaux, réduisions de 10 ou 15% notre consommation ne changerait à peu près rien à la problématique. Donc il faut aussi s'imprégner de ça. La vraie question, c'est de savoir ce que vont faire les Chinois, les Indiens et autres dans les décennies à venir. C'est eux qui vont être les déterminants du volume de consommation animale. Oui, par ailleurs, l'idée que en chaque point, en chaque lieu, on ne puisse pas tout faire, et que donc par conséquent il faille, un point très important soit d'être en mesure de faire des priorités, des diagnostics et des priorités locales. Est-ce que tu penses pas que c'est un point finalement très important? Alors, en sachant que toute la question est de savoir à quelle échelle ça doit se faire. Ah oui, ça c'est bien une question clé. Vous voyez bien que certaines options, notamment défendues à la suite du Grand Lac de l'environnement, c'est en gros une agriculture bonne pour l'environnement partout avec les mêmes exigences. Ça veut dire qu'on privilégie systématiquement le point de vue local sur tout autre. On peut se demander s'il est tout aussi important de maintenir la biodiversité, ou plutôt de recréer la biodiversité dans certaines zones très agricoles où elle a déjà disparu et où elle n'intéresse pas grand monde, au prix de, il faut bien voir, au prix de sa destruction ailleurs. Donc là, il y a une vraie question d'arbitrage. Et si on se place au niveau national, est-il aussi important de recréer la biodiversité dans certaines grandes plaines du nord de la France, ou est-il plus important de la préserver là où elle est riche et abondante? Pour moi, c'est une vraie question. C'est vraiment un enjeu de débat international majeur. Beaucoup de nos collègues ont montré que lorsque, par exemple, on détruit des milieux naturels, il vaut mieux, pour la biodiversité globale, avoir à l'intérieur de ces espaces réduits des zones de production très intensives plutôt que d'essayer de disséminer une production moins intensive sur de plus grandes surfaces. Donc cette question-là, c'est une question tout à fait clé et elle est très très peu présente dans le débat national, à mon avis avec un gros retard sur ce qu'est le débat international. C'est une question sur les arbres, parce que la plupart des processus d'innovation dans le passé ont été guidés plus ou moins par le marché. Alors que quand ça concerne l'environnement, dans les processus d'innovation, il peut y avoir un peu de marché, mais l'essentiel est quand même lié à des processus réglementaires. Et c'est comment tu vois cette question-là? Bon, on n'a pas abordé le rôle des sciences sociales dans la conception des politiques publiques, mais c'est vrai que c'est très important. On sait bien que le marché, il est créé par la réglementation, quelque part. C'est-à-dire que si tu prends par exemple les développements de la chimie dite verte, elle se développe là où la réglementation interdit l'utilisation de produits qui n'en sont pas issus. Donc c'est aussi simplement, je sais pas, par exemple, les huiles tronçonneuses, ça permet de développer la production de lubrifiants verts, parce que les autres sont interdites. Bon, on pourrait dire qu'à l'heure actuelle, le levier le plus puissant pour faire changer les pratiques de phytoprotection, c'est l'interdiction des molécules. Là, il n'y a pas de problème, on est sûr que les agriculteurs sont obligés de changer leur modulo les importations frauduleuses, mais en gros, c'est quand même un levier puissant. Donc, je suis d'accord avec toi, le levier le plus puissant, c'est souvent le règlement. Bon, mais il y a aussi la taxation et la subvention, qui est bien placée pour savoir que c'est efficace. Dans les gros phytos, on a étudié ça, pour montrer que, à la fois, la taxation des pesticides était un outil possible, mais il fallait taxer à un niveau qui était politiquement insupportable, sans doute aux alentours de entre 50 et 100% du prix des produits, mais que si on combinait ça à une subvention, notamment à l'extension de l'agriculture biologique, on pouvait taxer à un niveau beaucoup plus faible et obtenir un changement important. Donc ces quatre méthodes pourront être utilisées. Je ne suis pas évidemment qualifié pour débattre de l'avantage respectif des unes et des autres, tu dois connaître ça mieux que moi.